Ce moment, on l'a tous vécu, non? On vient de mettre quelque chose au monde. Un projet, un article, une idée partagée, peu importe. On appuie sur publier ou envoyer, et puis, on attend. Hmm. Et là, parfois, c'est le silence. Ou alors, ce qui peut être pire, la première réaction arrive, le premier commentaire. Et s'il est négatif ou juste un peu critique, ouf, ça pique. Ah oui? Ça déstabilise. Exactement. Ça peut faire douter, on se sent un peu KO là. Et on se demande, bon, et maintenant, je fais quoi avec ça? C'est un sentiment très commun. Tout à fait. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. On va explorer ensemble la 46e édition de la newsletter Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo, écrite par Romuald Tranchot. Une newsletter qu'on suit, oui. Le thème central, eh bien, après avoir osé agir, c'était le sujet de la numéro 45, on s'en souvient, eh bien, comment on apprend à encaisser? Comment on gère ses retours, le fameux feedback? Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les stratégies qu'il propose pour voir comment on peut transformer ces retours, même les plus difficiles, en quelque chose d'utile. En carburant, comme il dit. Voilà, en carburant pour progresser. L'idée, c'est de ne plus subir le feedback, mais de s'en servir activement pour construire la suite, la fameuse V2. C'est un vrai changement de regard. Absolument. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sentent que ça résonne fort et qui voudraient peut-être échanger là-dessus avec d'autres, l'auteur mentionne le club Success Mindset Goals dans sa newsletter. C'est un espace justement pour ça. Une bonne piste, en effet. Alors, commençons par le début. Pourquoi, au fond, est-ce que ça peut faire si mal une critique? Ouais. La newsletter met le doigt sur un point essentiel. Notre ego. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. On a cette tendance naturelle à lier notre identité, ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on produit. Notre bébé, comme on dit souvent. Exactement. Et du coup, une critique du projet, du travail, on la ressent presque comme une attaque personnelle. C'est viscéral. Une sorte de réflexe de protection. C'est ça. Une confusion très humaine, en fait, entre l'évaluation du travail et un jugement sur la personne. La newsletter fait d'ailleurs un lien intéressant avec des concepts déjà vus, comme la confiance radicale de la numéro 40, Ah oui? qui doit ici s'articuler avec la capacité de renaissance après l'échec évoquée dans la numéro 41. Le feedback est ainsi présenté non pas comme un échec, mais comme un micro-échec. Une donnée, en fait. Une donnée, une information pour ajuster le tir. Et le texte pose des questions assez directes pour nous faire réfléchir, genre, face au dernier retour négatif, c'était quoi la réaction émotionnelle? Colère, honte, déni? Intéressant comme introspection. Ou encore, quand on demande un avis, est-ce qu'on cherche vraiment à s'améliorer ou est-ce qu'on cherche surtout, secrètement, une validation? Ouch, ça pique aussi, ça. Et cette idée forte, si on partait du principe que même la critique la plus maladroite contient peut-être 1% de vérité utile, comment ça changerait notre façon d'écouter? C'est là que ça devient passionnant, je trouve. Savoir recevoir ce feedback, ce n'est pas juste une question de bien-être perso, c'est présenté comme une vraie compétence clé. Une super compétence même. Oui. L'auteur dit un truc assez fort. Les amateurs cherchent la validation, les pros cherchent la vérité, même si elle dérange. Alors, concrètement, quels sont les bénéfices? La newsletter en identifie 3 principaux. Le premier, Ok, c'est-à-dire? le feedback, c'est comme un raccourci. Il nous montre nos angles morts, ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Ça fait gagner en temps fou. D'accord. Le deuxième? L'antifragilité, on avait parlé de ça dans la news 44, cette idée qu'on ne fait pas que résister au choc, on s'en renforce. Ah oui, je me souviens. Ici, le feedback devient une sorte de stress test positif qui nous rend plus solides, plus adaptables. Logique. Et le troisième point? La connexion au réel. Le feedback, ça nous évite de construire des trucs dans notre coin, déconnectés des besoins ou des attentes. Ça nous assure que ce qu'on fait a une valeur pour les autres. Ça permet de garder les pieds sur terre, en somme. Exactement. Et les exemples donnés sont très parlantes. Au boulot, par exemple, au lieu de penser « mon chef me déteste », se demander « ok, quelle est la seule info utile dans ce qu'il a dit pour ma prochaine presse ?» Changer de perspective. Ou pour un projet créatif. Remplacer « les utilisateurs sont bêtes, ils comprennent rien » par « ok, leur confusion est une donnée, mon message, mon interface n'est pas claire, je dois simplifier ». Même dans les relations perso, ça marche. Oui. Transformer un « tu m'attaques tout le temps » en « ok, je vois que ça te fait réagir, aide-moi à comprendre pourquoi ». C'est fondamental comme changement. Mais attention, un point hyper important à aborder, tout feedback n'est pas bon à prendre tel quel. Il faut apprendre à filtrer. Ah, ça c'est crucial. La newsletter met en garde contre plusieurs pièges.
Le premier, c'est le piège du people pleaser. Celui qui veut faire plaisir à tout le monde. Oui, et qui finit avec un truc fade, sans âme, qui ne satisfait personne, au final. C'est ça. Et à l'opposé, il y a le piège de la forteresse, celui qui rejette tout en bloc pour protéger son ego. Là, le texte est clair, c'est la stagnation assurée. On n'apprend plus rien. Et puis, il y a le fait de demander au mauvais endroit, à la mauvaise personne. L'exemple classique donné, demander à sa mère si notre idée de start-up est géniale. Voilà. Elle nous aime, c'est sûr, mais elle n'est probablement pas notre client cible. Son avis technique ou marché, bon. Ok, ça paraît logique, mais comment on évite ces pièges concrètement? Quels sont les conseils? Alors, la newsletter donne des pistes pratiques. D'abord, bien définir son client idéal, son audience cible. C'est avant tout leur feedback qui compte. Leur avis pèse plus lourd. Ensuite, apprendre à distinguer une opinion, genre « j'aime pas le bleu », d'un problème réel. Je n'arrive pas à lire le texte en bleu sur ce fond. Ah oui, c'est différent. L'un est subjectif, l'autre est un obstacle concret. Exactement. L'un, on peut l'écouter, l'autre, on doit probablement y faire quelque chose. Et puis, la manière de poser les questions est clé. Comment ça? Au lieu de demander « alors tu aimes », ce qui appelle juste un oui ou non, une validation, Il vaut mieux demander quoi? Plutôt des questions ouvertes, orientées solutions. Genre, qu'est-ce qui n'est pas clair? Ou, si tu devais améliorer une seule chose, ce serait quoi? Ça pousse à une réponse plus utile. d'accord, je vois, ça oriente la discussion différemment. Alors, au-delà des pièges et des astuces, la newsletter insiste sur des principes de fond, des eaux et vérités à intégrer. La première, le feedback est une donnée, pas un drame. Exactement. L'idée centrale, c'est de le voir comme une information. Brut. Neutre. C'est notre ego, notre réaction émotionnelle qui ajoute le côté dramatique. Il faut réussir à séparer l'émotion de l'info utile. C'est tout l'enjeu. L'auteur cite l'exemple de Netflix et de leur culture du feedback, radicalement transparent, qui s'inspire de Radical Candor. L'idée, c'est, on se dit les choses directement, mais avec bienveillance, centré sur le travail, pas la personne. Le but, c'est la mission, l'amélioration collective. Pas toujours facile à appliquer quand ça touche quelque chose d'important pour nous. C'est sûr. C'est un entraînement. D'ailleurs, l'exercice proposé est pas mal pour ça. Reprendre un ancien feedback qui nous a fait mal et essayer de le résumer en 10 mots factuels. Juste les faits. Ça oblige à prendre de la distance. Ok. Deuxième vérité. Vérité numéro 2. Notre travail est de séparer le signal du bruit. L'auteur avance une estimation un peu choc. 90% de ce qu'on reçoit comme feedback serait du bruit. Ah oui, 90%. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il entend par bruit? Les opinions isolées, les réactions purement émotionnelles, les projections de l'autre, tout ce qui n'est pas directement lié à un problème fondamental ou récurrent de notre projet. Et le signal, ce serait les 10% restants. Voilà, le vrai problème sous-jacent, le point de friction qui revient chez plusieurs personnes, le schéma qui se dessine. Notre boulot, c'est de devenir des chercheurs de signaux dans tout ce bruit ambiant. Mais comment on fait pour pas jeter le signal avec le bruit? Si on ignore 90%, on risque pas de louper un truc important mais minoritaire. C'est une très bonne remarque. L'idée n'est pas d'ignorer aveuglement. La newsletter suggère une règle simple pour commencer. Si une seule personne dit un truc, c'est probablement une opinion, du bruit. Ok. Par contre, si 5 personnes différentes, et idéalement des personnes de notre cible, soulignent le même point, là, attention, on tient peut-être un signal. Il faut chercher les répétitions, les tendances, c'est ça. Prioriser là où ça coince de manière répétée. Et ça nous mène à la troisième vérité qui fait le lien avec l'action, l'itération et la vraie vitesse. Agir, c'est bien, mais ce n'est que le début. Voilà. La vraie progression, le vrai moteur, c'est la boucle action-feedback qu'on écoute activement, itération, on ajuste et on relance. C'est ce cycle rapide qui crée la dynamique. Il faut arriver à remplacer mentalement j'ai échoué par j'ai appris, ok, V2. D'accord? Action, feedback, itération. C'est le mantra. Et pour rendre ça très concret, la newsletter propose une méthode, un filtre à feedback en 4 étapes. Première étape, qui peut sembler simple mais qui est essentielle, la pause. Oui, la fameuse règle des 24 heures. C'est vraiment la base. La recommandation est claire, ne jamais répondre à chaud à une critique. Laissez l'émotion retomber. Exactement. Colère, déception, besoin de se justifier, tout ça, on laisse décanter. Un simple « merci pour ce retour, je vais prendre le temps de l'analyser » suffit souvent. C'est un moment pour respirer et pour séparer son identité du projet critiqué.
Cette pause de 24 heures, c'est un idéal, mais parfois, dans le feu de l'action, au travail par exemple, c'est pas toujours possible si nécessaire. C'est vrai, c'est un idéal. L'important, c'est surtout l'esprit. Éviter la réaction immédiate, celle dictée par l'émotion. Même quelques heures, ou juste attendre le lendemain matin, ça peut faire une différence énorme. Ok, créer un petit espace de recul. Voilà. Une fois qu'on a fait cette pause, étape 2. Analyser la source. Qui parle? Là, on regarde qui nous donne le feedback. Oui. Est-ce que cette personne fait partie de ma cible? Est-ce qu'elle est qualifiée sur le sujet? Quelle peut être son intention derrière? Bienveillante, neutre, jalouse? Il faut pondérer le feedback. L'avis d'un client qui paye, comme le dit le texte, a souvent plus de poids que celui d'un troll anonyme. Logique. Étape 3. Extraire le signal. Qu'est-ce qui est vraiment dit? On revient à l'idée de signal versus bruit. C'est ça. On essaye de lire entre les lignes, d'ignorer le ton, parfois agressif ou maladroit. Quel est le vrai message? Y a-t-il un problème concret pointé du doigt? Est-ce que ça recoupe d'autres retours? On cherche le noyau d'infos utiles. Un travail de détective presque. Un peu, oui. Et enfin, l'étape décisive, la 4e. Agir ou jeter. L'itération. C'est le moment de la décision. Exactement. Après analyse, 2 options. Soit on a identifié un signal pertinent, alors on décide d'agir. On planifie une modif, on prépare la V2. Soit on conclut que c'était du bruit, et là c'est tout aussi important de prendre la décision consciente de l'écarter. Le mettre à la poubelle mentale, comme dit l'auteur. Oui, pour ne pas que ça nous pollue l'esprit. On le jette consciemment et on avance. C'est lié à la persistance dont on avait parlé dans la numéro 42. Il faut savoir où mettre son énergie. Ce filtre en 4 étapes, poser, analyser la source, extraire le signal, agir ou jeter ça, ça donne un cadre vraiment clair. Et pour nous aider à mettre ça en pratique, il y a le défi de la semaine, comme toujours. Oui, quelques idées sont lancées. Par exemple, oser aller chercher activement un feedback critique auprès de 3 personnes pertinentes pour son projet, pas juste des compliments. Ou alors, prendre un commentaire négatif récent, un truc de hater peut-être, et le passer au crible de ce filtre en 4 étapes, juste pour l'exercice. Ou encore, remercier quelqu'un pour un feedback passé qui, avec le recul, nous a aidés. Ou noter la seule prochaine petite chose à améliorer sur notre projet suite au dernier retour. Des actions concrètes pour s'entraîner. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet spécifique de la réception du feedback, un livre est recommandé. Thanks for the Feedback de Douglas Stone et Sheila Heen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se focalise vraiment sur comment recevoir le feedback, pas seulement comment le donner. C'est une compétence souvent négligée. Et qu'est-ce qu'on y apprend en gros? La newsletter mentionne quelques points clés du livre. Les 3 types de feedbacks qu'on mélange souvent, l'appréciation, bravo, le coaching, voici comment tu pourrais, et l'évaluation, voici où tu te situes. Ah oui, c'est pas la même chose. Non. Et surtout, les 3 déclencheurs qui nous empêchent d'écouter. Le déclencheur de vérité, ce qu'il dit est faux. Le déclencheur de relation, je n'aime pas la personne qui me le dit, comment elle me le dit. Et le déclencheur d'identité, ça remet en question qui je suis, ma compétence. Comprendre ces blocages, c'est déjà une étape. C'est essentiel pour réussir à séparer le message utile de l'émetteur et de notre propre réaction. Ok. Si on devait résumer l'essentiel de cette exploration de la newsletter 46 de Success Mindset Goals, après avoir eu le courage d'agir, ça c'était la numéro 45, il faut maintenant développer l'humilité et la méthode pour oser écouter. C'est ça. Le succès, il ne serait pas tant dans la perfection de la première version, mais plutôt dans la vitesse et l'efficacité de cette fameuse boucle action, feedback, itération. C'est le moteur qu'il faut entretenir. Et la métaphore finale de la newsletter est assez belle, je trouve. Le feedback n'est pas un mur sur lequel on se cogne, c'est un escalier qui nous permet de monter. Joli. Et ça nous laisse avec une question, une sorte de cliffhanger pour chacun de nous. Quelle est la critique que l'on fuit en ce moment, mais qui détient peut-être justement la clé de notre prochaine étape, de notre V2? Pause légère. Une question à méditer. Absolument. Voilà, merci d'avoir exploré avec nous les idées de cette 46e newsletter de Success Mindset Goals. On espère sincèrement que cette discussion vous aura donné quelques outils ou pistes de réflexion pour mieux gérer les retours au quotidien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Et d'ici là, comme on le disait au début, pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion et échanger, n'hésitez pas à jeter un œil au club Success Mindset Goals mentionné par l'auteur. À très vite. À bientôt.